Merci Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Paul Jacobi pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas malheureux que nous en soyons ici ce soir contraints d'organiser un tel débat afin de rendre possible constitutionnellement l'adoption de dispositions qui ne posent guère de difficultés pratiquement partout ailleurs en Europe, à quelques exceptions, dont la Turquie, et qui d'ailleurs font l'objet dans le monde entier, en tout cas dans le monde démocratique, d'un très large consensus. Depuis 20 ans, à l'encontre de ce qui devrait aller de soi, c'est-à-dire la reconnaissance du droit de s'exprimer librement dans la langue de ses ancêtres, ou dans celle que l'on a apprise au berceau, ou encore dans celle qui est de tradition dans la région où l'on vit, on a vu s'exprimer dans une grande confusion révélatrice d'abîmes d'ignorance 3 catégories d'arguments qui s'apparentent respectivement au droit, à la linguistique et au fantasme. S'agissant du droit, la compatibilité de la ratification par la France de la Charte européenne des langues minoritaires dans le cadre de l'actuelle Constitution a été analysée de manière magistrale, il y a déjà longtemps, ça a été dit, par la doctrine, et en particulier, on l'a cité par le regretté professeur Guy Carcassonne. Cette ratification serait possible dans le cadre constitutionnel actuel, notamment, c'est vrai, dans les limites de la déclaration interprétative faite par la France et en tenant compte également, c'est vrai, de la révision qui avait été adoptée et qu'au passage, votre serviteur et quelques autres de ses amis avaient voté. Du reste, sinon, elle n'eût pas été adoptée. Mais le Conseil constitutionnel en a voulu autrement. A-t-il dit le droit ou fait de la politique ? C'est une question que l'on peut se poser, mais à laquelle nous n'avons pas à répondre ici. Nous prenons donc acte de cette décision en termes de procédure, nous en tirons les conséquences, et nous voici à discuter de la Constitution. Par ailleurs, sur le plan du droit, l'histoire du droit français, du rapport entre l'État et les langues, y compris sous la Révolution française, mais ça a été dit tout à l'heure, va à l'encontre des idées reçues. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539, ne reconnaît pas une langue française unique pour les actes officiels, mais prévoit simplement que l'on devra utiliser pour ces actes le bon langage français, c'est-à-dire celui qui était pratiqué et entendu au lieu de l'acte, par différence avec le latin. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que personne à l'époque ne disait véritablement que le français était une langue, c'était une série de langages. C'est un anachronisme complet de dire que c'était déjà le français. On entendait la langue comme étant le latin. Le français, on disait, c'est un parler, c'est une corruption de la vraie langue. Par conséquent, refusons cet anachronisme. Et si on avait voulu à l'époque que chacun entende le texte de l'acte officiel, précisément, il ne fallait pas l'exprimer dans ce français ultra-minoritaire qui n'était entendu que par 5 à 10% de la population, et encore. La Révolution française, dans le même souci de pragmatisme et d'efficacité, ça a été dit aussi, a d'abord décidé que chaque citoyen devait entendre bien les lois de la République et que pour ce faire, elles devaient être traduites dans les langues de France. Et ça s'est fait pendant plusieurs années. Et ça a parfois continué à se faire, malgré l'abbé Prévost, dans différentes provinces, par exemple à Corse, dans le bilinguisme d'actes officiels qui s'est perpétué jusqu'au Second Empire. Pourquoi ? Parce que lorsque le préfet en Corse envoyait une circulaire en français aux maires, il n'y avait pas la moitié des maires qui arrivaient à la comprendre. Par conséquent, on l'écrivait en français et en italien. Et ça a duré très longtemps. Alors chacun sait qu'il a fallu le traité de Maastricht pour que la Constitution donne effectivement le privilège de l'officialité à la langue française. D'ailleurs, à l'époque, effectivement, on a dit, sans doute, il faut se référer aux travaux, que cela n'avait pas d'objection. Et puis ensuite, on en a trouvé toutes sortes pour les langues régionales. Et par ailleurs, la Constitution a donné aux autres langues de France une reconnaissance et une valeur patrimoniale. Mais c'est un peu comme si celles-ci, désormais privées de toute fonction officielle, ne pouvaient subsister, voire être protégées qu'à titre de monuments historiques, de vestiges du passé, qui doivent être bien entendu conservés sans qu'il soit permis
de leur faire revivre ce passé. Enfin, c'est un peu comme un château médiéval et fortifié. M. Guénaud a évoqué la France, l'Europe féodale, en disant que lorsqu'on n'avait pas le bénéfice des lois françaises, on vivait dans la féodalité. C'est un point de vue. Le château médiéval et fortifié aujourd'hui est aujourd'hui conservé, Madame la Ministre, par les bons soins de vos services, mais enfin, il est interdit de l'utiliser dans sa fonction primitive et militaire. C'est absolument interdit. Il en est de même pour les langues régionales. Vous pouvez les conserver. Vous devez les conserver, nous dit. C'est un élément du patrimoine, mais gardez-vous bien de les utiliser, et notamment dans la vie publique. Et nous ne pouvons pas accepter un tel déni. Et la Charte européenne des langues minoritaires fait simplement obligation à ceux qui la ratifient d'admettre une liberté, une diversité linguistique que le monde libre et démocratique considère partout comme un droit fondamental. J'ai d'ailleurs souvent rappelé le paradoxe par lequel notre diplomatie, pourtant républicaine, enfin du moins je crois, défendait avec vigueur et parfois avec arrogance ce droit fondamental, rappelant sans cesse par exemple à la République populaire de Chine, du moins quand on n'a pas trop de choses à lui vendre, qu'elle se doit de respecter la liberté linguistique des Tibétains au Tibet, n'est-ce pas? Et d'ailleurs la diplomatie chinoise, parfois exaspérée, dit « Voulez-vous que j'aille en Corse ou en Bretagne ?» Ils vont et poussent la méchanceté jusqu'à dire « en Corse », n'est-ce pas? C'est particulièrement disgracieux et déplacé. Mais enfin, que j'aille en Corse pour dire qu'il faut rendre officielle la langue corse. Alors, il y a aussi le plan linguistique. Je décline évidemment toute compétence scientifique dans le domaine linguistique, mais je me bornerai à faire référence aux bons auteurs de Dumézil à Claude Agege, pour ce qui est de la diversité linguistique dans laquelle notre monde vit encore, de moins en moins d'ailleurs, car il y a un effondrement de la pratique de la diversité linguistique. Mais je voudrais aussi combattre, par la simple référence littéraire, cette idée absurde selon laquelle l'être humain ne serait capable de s'exprimer que dans une seule langue, et seulement dans celle qu'il aurait apprise dès sa naissance, et dont il serait locuteur de compétences natives, comme disent les linguistes, qui veulent, étant linguistes, utiliser un vocabulaire incompréhensible. Je pourrais vous citer comme une litanie tous les académiciens français du présent ou du passé qui ne sont pas, même aujourd'hui, francophones de naissance. Et il arrive même que certains parlent le français, ce qui est relativement rare dans nos académies. Je pourrais vous parler des œuvres de Joseph Conrad, pour prendre une langue étrangère, qui sont d'excellents exemples de la littérature anglaise, par un auteur qui n'a appris l'anglais que sur le tard, et qui n'a commencé à le maîtriser que vers 20 ans, et qui est mort en ayant un accent toujours épouvantable. Je pourrais vous dire ou vous redire que Michel de Montaigne a écrit lui-même qu'il n'avait commencé à apprendre le français, ainsi d'ailleurs que le Périgourdin, qu'à l'âge de 7 ans, ce qui ne l'a pas, je crois, empêché d'être dans notre langue un immense écrivain, tandis que les passages du journal de voyage en Italie, écrits en italien, témoignent d'une maîtrise relative, mais tout de même réelle, avec laquelle il s'exprimait dans une langue apprise plus tardivement encore. Je suggère aussi à ceux qui s'intéressent au français littéraire de relire Villon, dont les poèmes sont écrits suivant les cas, dans le français de son temps, mais aussi dans le vieux langage français, mais aussi dans un argot inintelligible, celui des voyous, de la bande de voyous à laquelle il appartenait, ça s'appelait les coquillards. La diversité linguistique est inséparable de la littérature française. La curiosité pour les parler différents a toujours été un des ressorts d'expression de nos plus grands écrivains. De Victor Hugo à George Sand, de Rabelais à Proust, il nous faut donc bien admettre que la France est littérairement riche de la diversité des racines linguistiques du français, latine, germanique, celtique, et de l'ensemble des langues de France et des parlers de France, qui va bien au-delà d'ailleurs des simples langues régionales, et qu'il n'existe aucun inconvénient, en tout cas d'ordre littéraire et d'ordre linguistique, dans cette diversité, bien au contraire. Reste la dernière catégorie d'arguments, qui consiste à faire planer au-dessus de ce débat, et presque de cet hémicycle, je ne sais quel fantôme d'éclatement de la République, ou de généralisation d'un communautarisme, par le simple fait d'autoriser les Français à parler concurremment plusieurs langues, comme le font chaque jour la plupart des Européens, la quasi-totalité des Indiens ou bien des citoyens des États-Unis d'Amérique, sans pour autant
que leur pays n'explose. Seule une analyse psychologique ou individuelle, et je ne céderai pas à la tentation de répondre à mon excellent collègue et ami Jacques Niard, seule une analyse psychologique ou individuelle pourrait nous dire si ce discours ou ce fantasme résulte de traumatismes précoces ou d'une évolution paranoïde ultérieure du sujet. Mais c'est en tout cas une question de diagnostic, probablement de traitement, j'espère que ça se soigne, individuel, qui ne saurait être évoqué dans cette Assemblée. Monsieur le Président, les langues de France ne menacent personne, encore moins la République, certainement pas la volonté de vivre ensemble, moins encore la créativité des lettres françaises. Monsieur le Président, je réclame le droit d'être français, comme M. Urvoas, comme tant d'autres, comme Paul Molac, tout en m'exprimant parfois dans des langues étrangères. Et je réfute l'idée que quelqu'un qui voudrait pratiquer une langue régionale ne serait pas un bon français. Excusez-moi, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de gens qui étaient d'excellents français. Et malgré cela, il s'exprimait en plusieurs langues. La vérité est que les langues de France meurent, mais qu'il est peut-être encore temps, sinon de les sauver tout à fait, du moins d'en préserver l'essentiel pour leur donner encore quelques perspectives. Alors nous savons tous... Merci de conclure, M. Giacobbi. Je termine, Monsieur le Président. Nous savons tous que, j'ai dit que c'était le temps oratoire, nous savons tous que nous sommes dans un exercice indicatif qui doit permettre en définitive au gouvernement d'examiner l'état, si j'ose dire, des forces en présence, et nous verrons bien si le débat démontre qu'une majorité constitutionnelle est possible tant ici qu'au Sénat. C'est un débat animé, c'est honorable, il est vif, contradictoire. Il n'y a cependant ni querelle linguistique, ni guerre des langues. Il ne saurait y avoir de querelle hégémonique dans un monde qui, aujourd'hui, plus encore peut-être que par le passé, reste largement dominé par le plurilinguisme, tant il est vrai que la diversité linguistique est l'une des formes les plus heureuses de la tolérance et de l'enrichissement mutuel des cultures.